Suite de l'édition spéciale sur TV Vendée consacrée à la tempête Xynthia et à ses conséquences. Avant de partir pour la faute sur mer dans quelques minutes, on va s'intéresser à la situation des agriculteurs dont on a finalement peu parlé depuis 48 heures. Alors d'abord quelques chiffres. Selon la FDSEA de Vendée, 150 agriculteurs auraient été touchés par la tempête, dont 25 très sérieusement. La Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles des Pays de la Loire, la FRSEA, a indiqué aujourd'hui que 4500 hectares avaient été inondés dans la région de l'Aiguillon et 2000 hectares dans le Marais breton. La mer, par endroits, a envahi les terres jusqu'à 7 km du rivage, sachant que l'eau salée rend la terre impropre à la culture puisqu'elle agit comme un désherbant. On mesure les conséquences pour les agriculteurs qui risquent de payer longtemps les ravages de cette tempête. Plusieurs milliers d'animaux ont été transportés, soit par bateau, soit par camion lorsque c'était possible. Mais ces dernières heures, les marées ont aussi charrié des centaines de cadavres d'animaux, comme d'ailleurs, Aïda, vous avez pu le constater aujourd'hui, vous qui étiez dans la région de l'Aiguille. Moi, j'étais aujourd'hui dans la région de Champagny-les-Marais, Puyraveau, Centre-des-Gondes de Noyer. C'est plus dans les marais et c'est assez impressionnant comme image. Encore aujourd'hui, nous sommes quand même le 3e jour, je rentre à l'instant, après les eaux. Les eaux commencent à se retirer. Les routes sont un petit peu dégagées, donc on peut passer en voiture, pas partout. Mais il reste encore beaucoup d'exploitations qui sont encore entourées des eaux. On voit tout à l'heure, on voyait à l'image des moutons qui sont sur le bord de la route qui mène de Champagny-les-Marais à La Rochelle. Ce sont des cadavres un petit peu partout, et cela sur des centaines de mètres carrés. Parce que ce sont là, en l'occurrence, les cadavres de la ferme de la Prémisotière. C'est une exploitation qui avait presque 500 moutons. C'est un jeune agriculteur. Et puis, il lui en reste 3. Aujourd'hui, justement, il s'apprêtait à ramasser tous ces cadavres avec l'aide, parce que là aussi, on parlait de solidarité tout à l'heure. Entre les agriculteurs, il y en a une forte aussi, parce qu'ils ont, d'un côté, eux-mêmes, ils sont sinistrés, ils ont de l'eau dans la maison, et puis ils ont les animaux à gérer. Nous allons voir 2 sujets. D'abord, ce sujet-là sur quelqu'un qui a perdu ses animaux, et ensuite une famille qui a réussi à les sauver in extremis. Je vous propose d'écouter. On va attendre un peu, parce que l'interview de l'agriculteur n'est pas prête. On va l'entendre dans un instant. Effectivement, je le disais tout à l'heure, 150 agriculteurs touchés, dont 25 très sérieusement. Il y a également le cas d'un agriculteur qui n'a pu sauver que les 6 bêtes qu'il avait envoyées au salon de l'agriculture, qui a lieu donc en ce moment à la porte de Versailles à Paris. On y reviendra d'ailleurs dans un instant. C'est l'agriculteur qui n'a pu sauver que 6 bêtes sur 500. L'agriculteur que vous avez rencontré, on a sauvé. Il en reste 3. Sur presque 500 brebis et 150 agneaux. 150. Et il a pu sauver, parce que lui, il avait des moutons et des brebis d'un côté, et puis il avait aussi des vaches. Il a pu sauver, grâce à la solidarité dont je vous parlais entre les agriculteurs, il a pu sauver une partie des vaches, mais pas les veaux. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, sera en Vendée demain midi d'ailleurs pour constater l'étendue des dégâts et sans doute annoncer, les agriculteurs l'attendent sans doute, des aides d'urgence pour les exploitants sinistrés. Si on ne peut pas, voilà, Bruno Le Maire, donc le ministre de l'Agriculture, si on ne peut pas écouter tout de suite l'agriculteur dont vous nous parliez, Aïda, on va peut-être retrouver Anne-Sophie Arthur qui était au Salon de l'Agriculture aujourd'hui à la porte de Versailles à Paris. C'était une journée consacrée à la Vendée, c'était déjà prévu avant même la tempête, mais évidemment le cœur n'était pas à la fête, comme nous le raconte Anne-Sophie Arthur par téléphone. Écoutez. Alors aujourd'hui, c'est la journée de la Vendée, donc il y a eu une cérémonie d'ouverture prévue à 11h. Alors au départ, les organisateurs avaient l'intention de tout annuler pour cette journée, et puis finalement l'événement a été maintenu. Mais il a quand même été décidé de faire une cérémonie d'ouverture très sobre, ambiance un peu tendue, on se pose des questions, on va voir les collègues pour savoir s'ils ont des nouvelles des uns et des autres. Hier, il y avait une dame qui est venue me voir et qui avait les larmes aux yeux, qui me disait que elle avait un ami qui était à l'Aiguillon et qui a tout perdu. Je crois qu'il y a beaucoup de Vendéens qui sont pressés de retourner en Vendée pour retourner sur place et voir un petit peu et voir un petit peu ce qui se passe là-bas et reprendre contact avec leurs amis etc. quoi. Voilà, donc témoignage d'Anne-Sophie Arthur au Salon de l'Agriculture à Paris. Aïda, on va écouter. Et puis donc à l'instant, moi, il y a 1 heure, j'ai rencontré Jean-Luc Roux. Il s'apprêtait justement à ramasser ses cadavres. Il est à la ferme, dans son exploitation, juste avant de partir ramasser les cadavres de ses moutons. On l'écoute. J'avais depuis 5 ans monté un troupeau de moutons vendéens et aujourd'hui j'en étais arrivé à 430 brebis. Plus les agnelles, plus 150 agneaux à l'engraissement. Et dans la nuit de samedi et dimanche, suite à l'inondation, j'ai plus que 3 brebis. Ça veut dire que sur un effectif total, il ne me reste plus rien. Et ensuite, j'ai un troupeau de vaches
Et il reste, j'ai perdu tous les veaux de l'année, 50 veaux à peu près. Et les 150 bovins, on a pu les sortir du bâtiment dimanche dans la journée. Avec la solidarité des agriculteurs, tous mes voisins ont pu m'aider à sortir tous ces animaux-là qui restaient en vie et qu'on a mis hors d'eau dans les exploitations aux alentours. Aujourd'hui, on va ramasser les cadavres sur une superficie de 500 hectares, puisque ça a disloqué tous les animaux sur les cultures et sur les routes et dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, il y a une équipe d'agriculteurs, d'employés qui vont venir me donner un coup de main pour ramasser tous ces cadavres, puisque maintenant, il est temps de les ramasser. Je me sens que je regarde pas derrière, c'est fait. Maintenant, il faut y aller, et il faut avancer de l'avant, et de toute façon, il faut nettoyer tout ça, et il faut faire le ménage, et puis après, on se posera les questions après. Mais c'est pas le moment de flancher aujourd'hui, c'est pas le moment, quoi. Il y avait beaucoup de jeunes agriculteurs autour venus du canton pour l'aider. Et puis, ce qui a permis à un autre agriculteur de sauver ses vaches, c'est aussi l'entraide, parce que nous l'avons rencontré, vous allez voir les images chez lui, nous avons rencontré la famille, le père, la mère et l'enfant. Le fils est céréalier. On ne va pas rentrer dans le détail de ce que vous disiez avant, en fait, parce que les céréales, c'est pas juste la récolte de cette année c'est des années à venir. On en reparlera sans doute. Là, sur les images, vous voyez le père qui est parce qu'il a dû mettre ses vaches dans 3 endroits différents pour les protéger, parce que chez lui, vous allez voir les images, c'est plus possible. Donc là, on les voit tous les deux en train de les nourrir. Ce n'est pas pratique parce qu'ils doivent courir à droite, à gauche, un peu partout. Et puis on est retourné avec eux à la ferme pour voir ce qui reste aujourd'hui. Vous allez voir de l'eau, mais c'était encore plus impressionnant il y a 3 jours parce que là, l'eau commence à se retirer. Je vous propose de les écouter. Donc Claudine et son mari Marc à la ferme, dont je n'ai plus le nom. À Saint-Tradégon-des-Noyers. C'est là, nous sommes à Champagné-les-Marais. À Champagné-les-Marais, allons-y. Eh bien, mon mari a entendu de l'eau qui coulait et on s'est levé, on avait les pieds dans l'eau. On a essayé de sauver ce qu'on a pu, parce qu'en l'espace d'un quart d'heure, l'eau était montée de soit 50 à 60 cm, donc on s'est réfugié sur l'évier et monté sur la table et on a attendu que ça se passe, quoi. Et mon mari a téléphoné au voisin pour le réveiller, et puis tout compte fait, lui, il était réveillé, donc ça allait. Et quand ça s'est calmé, il a pris le tracteur pour voir s'il n'y avait pas d'autres personnes qui étaient dans le besoin. Les vaches, vous les avez découvertes à quel moment vous êtes allé les voir? Quand le jour s'est levé, puisque comme on n'avait pas d'électricité, donc on les a trouvés dans l'eau. Les veaux juste nés dans l'eau. Donc toutes les heures, j'allais remettre de la paille à mes veaux. Je les ai fait boire, et puis... c'est dur quand même. Quand on voit tout son cheptel dans l'eau et puis qu'on peut rien faire, elles étaient dans la vase, c'était impressionnant. C'était plus des récoltes. Il y avait 32 génisses là, et la hauteur d'eau est montée à 45 cm environ. Plus après, plus loin, 2 autres stabulations. Après, les veaux, c'était les veaux surtout qui étaient de l'eau jusque sous le ventre, quoi. Dimanche, j'ai laissé comme ça, je pensais que la mer allait se retirer, puis que lundi, qu'on allait pouvoir les laisser. Et puis hier, il a fallu trouver des bétaillères, d'autres bâtiments pour les reloger, quoi, parce que d'une part, on n'avait pas d'eau. Ici? Il y a encore pas d'eau, de toute façon, pas d'électricité, pas d'eau, alors elles ne pouvaient plus manger parce qu'elles avaient soif, c'est pour ça. Le plus dur, c'était de trouver des bâtiments. Alors là, j'en ai dispersé dans 3 endroits différents, quoi. Là, maintenant, il faut attendre que l'eau baisse pour tout renettoyer, quoi. Et puis après, les réintroduire dedans, quoi, les remettre, parce que où elles sont maintenant, il n'y a rien de pratique, il faut tout faire à la main, puis tout. Là, c'était des couloirs d'alimentation, tout. Tandis que là-bas, il n'y a rien du tout, puis c'est pas assez aéré, rien, quoi. Il risque d'avoir sur les petits veaux, de la toux ou de maladies. De toute façon, ce qui s'est passé là va se repasser dans moins de 10 ans encore. Ça, c'est pas de problème. Donc maintenant... Parce que là, ici, ils interviennent vite fait maintenant là, pour faire les digues. Le syndicat de marais, c'est déjà des années qu'ils demandent. Il faut faire les études, il faut ceci, il faut cela. Tandis que là, ils débloquent des sous d'un seul coup, comme ça. Ils arrivent à coûter beaucoup moins cher de le faire avant. Ça, il n'y a pas de problème.
Donc là, voilà, vous voyez les animaux sur les images, ce sont les animaux qui se trouvaient dans d'autres endroits parce que dans Saint-Ferme, comme vous pouvez le voir, ils peuvent plus et ils ne sont pas prêts de les reloger, ni leurs animaux, ni eux-mêmes. Pour l'instant, ils sont heureusement de la famille dans le secteur, donc ils sont un peu les uns chez les autres. Mais pour combien de temps encore, ils ne le savent pas. Ils ont même entendu dire qu'avant de commencer les travaux dans la maison, il faudra attendre la reconstruction des digues. Je ne sais pas si c'est une information officielle ou pas, ils n'ont pas pu me la confirmer, mais en tout cas, ils sont pas prêts à retourner dans leur maison. Et c'est le cas de beaucoup de fermes parce que là, il faut savoir que c'est une maison du XVIe siècle. Donc, ce ne sont pas du tout des fermes construites, au moins là où j'étais, dans des secteurs inondables, c'est des fermes qui étaient là depuis longtemps, donc ce qui prouve que c'était effectivement un phénomène exceptionnel, ce qui s'est passé ce week-end. Merci beaucoup, Aïda, pour ces précisions. Je vous informe également que demain, dans l'édition spéciale que nous proposerons également ce mercredi, Joël Limousin, le président de la FDSEA de Vendée, sera notre invité. Nous ferons le point évidemment avec lui très précisément sur la situation des agriculteurs. Je vous propose de voir maintenant les images des pompages qui ont commencé dans les communes et bien évidemment à la Faute-sur-Mer, votre commune, monsieur et madame Missler. Des pompes qui pompent l'eau avec un débit de 8800 mètres cubes à l'heure, 25 cm. L'eau a été réduite d'une hauteur de 25 cm durant la nuit. Ces pompes viennent du sud de la France. Elles avaient servi lors des inondations en Camargue il y a quelques années en France. Est-ce que vous avez constaté, monsieur et madame Missler, à la Faute, puisque vous y êtes allé, je crois, cet après-midi, que le niveau avait baissé un peu? Cet après-midi, oui, effectivement, l'eau avait baissé d'un mètre 30. On était passé à peu près à 80 cm là. Ah oui. D'accord. Donc ça fait son effet. Ça fait quand même son effet, hein, oui, tout à fait. Puis en plus, la journée était belle l'après-midi, là, enfin, tout au moins fin de matinée, après-midi. Donc là aussi, c'est bien. Donc du pompage, Lorraine Pinault, va dépendre finalement le retour de certaines personnes à leur domicile, c'est ça en fait? Oui, en partie, certainement. Ouais. Après, pour nous, l'urgence ça ne s'arrête pas à l'hébergement. Bien sûr. Ça veut dire qu'il va falloir répondre aux besoins, d'une part alimentaires, mais aussi de tout ce qui peut être produit d'hygiène pour les personnes qui ont été sinistrées. Et puis ensuite, très rapidement aussi, répondre à un besoin de matériel électroménager de première nécessité, bien type apport de réfrigérateur, de chauffage au poêle, de gazinière, effectivement, tout le matériel de cuisson et de lave-linge. Et tout ce qui est literie aussi. C'est un minimum que vous allez vous apporter à la Croix-Rouge? Alors là, le réseau national de la Croix-Rouge française est mobilisé. Ouais. L'ensemble des départements sont prêts à apporter un soutien. Vous avez déjà commencé à acheminer ce matériel en vue du relogement de certaines personnes? Ce qui va se passer, c'est que ça va être à partir de dons qu'on va pouvoir acheter du matériel neuf, plutôt que d'utiliser du matériel dont on n'a pas forcément connaissance de l'État. Est-ce qu'on peut, le président de la Croix-Rouge me disait cet après-midi au téléphone, qu'on pouvait éventuellement compter sur le retour de certaines personnes ce week-end en fonction du pompage, c'est possible? Je ne saurais pas vous dire. Si vous l'a dit, c'est certainement qu'il a plus d'informations à ce sujet. Je sais que certaines personnes commencent déjà à nettoyer parce que elles n'avaient pas beaucoup d'eau, elles avaient 15-20 cm. Et là, avec déjà le pompage, ils ont déjà commencé à bien nettoyer leur maison. Et bon, on va voir justement avec Edwige Richard, puisque vous étiez cet après-midi à la Faute-sur-Mer, Edwige, vous avez pu constater sur place qu'effectivement certaines personnes revenaient nettoyer leur maison. D'abord, alors vous n'étiez pas encore allé à la Faute-sur-Mer, non, c'était donc vous avez découvert un peu l'ampleur aussi des dégâts et la hauteur des eaux. Quel sentiment avez-vous eu en arrivant sur place? C'est un petit peu un autre monde, un désert finalement. Les rues il y en a encore beaucoup qui sont remplies d'eau. Les maisons finalement, comme c'est beaucoup de maisons secondaires, elles sont presque toutes fermées. Donc c'est vrai que c'est presque terrifiant quand on est au milieu de ces rues à chercher l'information toute seule. C'était assez étrange. Et donc effectivement, ce matin, je me suis rendue dans le quartier le plus touché, celui malheureusement où on a déploré le plus de morts, dont le 28e qui était annoncé aujourd'hui. Il y avait beaucoup de pompiers, de gendarmes, peu d'habitants. J'ai pourtant rencontré rapidement Jean-Claude et Roger. Ce sont deux amis, deux voisins, deux retraités qui habitent à Saint-Hilaire-des-Loges et qui depuis plus de 10 ans, sont aussi voisins à la Faute-sur-Mer. Donc c'était la petite anecdote. Et donc du coup, ils sont aussi tous les deux solidaires et tous les deux ont subi la catastrophe. Ils ont bien voulu que je les accompagne dans leur maison. On va les retrouver.
Habituellement, les maisons de Jean-Claude et Roger sont accessibles en voiture. Mais aujourd'hui encore, il aura fallu s'y rendre à pied avec de l'eau jusqu'aux mollets et parfois même jusqu'aux cuisses. Il y a d'abord la maison de Roger. Bonne nouvelle, vu de l'extérieur, la maison ne semble plus inondée. Quelques mètres plus loin, Jean-Claude retrouve sa maison. Dimanche, l'eau était montée à plus d'1,20 m. Aujourd'hui, il ne reste que la boue et les meubles rarement à leur place d'origine. Regardez mon poêle, il était là-bas. Il n'a rien à faire dans la cuisine. Hein. Voilà. Voilà le chantier. Pièce par pièce, Jean-Claude redécouvre les dégâts et peut enfin accéder dans l'une des chambres bloquées depuis la tempête. La table à repasser. Ah, le chantier. La porte est gonflée. Hein. Voilà le chantier, quand on découvre. Malgré les dégâts et son désarroi, Jean-Claude réussit pourtant à garder son optimisme et parvient même à tourner sa situation en dérision. C'est mon dictionnaire de certificat d'études. Mettre ça le boulot. Enfin, bon, c'est comme ça. Vous le prenez avec le sourire, finalement. Que voulez-vous y faire? On n'y peut rien, on est venu hier déjà, et puis c'est fait, quoi. C'est fait. Un humour qui permet à Jean-Claude de garder le moral, car si aujourd'hui l'heure est encore au constat, Claude et son ami savent déjà qu'il faudra de nombreuses semaines de nettoyage avant de pouvoir à nouveau profiter de ce lieu de vacances. Oui, alors on l'a vu, la maison est finalement peu inondée, parce que l'eau s'est retirée, mais il reste encore quelques maisons qui là pour le coup sont vraiment inondées, à l'image de leurs voisins, des voisins qui ont 87 ans. Dimanche, ils ont dû casser leur plafond pour aller sur le toit. Depuis, ils sont relogés à l'Aiguillon. Alors ils ont demandé à ces deux voisins finalement assez optimistes d'aller dans leur maison récupérer des affaires personnelles. À nouveau là, je les ai suivis. On regarde. Quelques mètres plus loin se trouve la maison des voisins. Ici, le niveau de l'eau est encore très élevé. Jean-Claude et Roger doivent faire le tour de la maison pour trouver une entrée. Seule une fenêtre est accessible. Les deux retraités n'ont donc pas le choix. Ils doivent rentrer par cet accès et monter sur le lit et les meubles tombés au sol. Sur place, ils retrouvent le fils des propriétaires. Christophe vit ici avec ses parents et sa sœur. Retrouver la maison familiale dans cet état reste difficile pour lui. Je pensais que les choses auraient été trempées, mais qu'elles seraient plus ou moins restées dans l'ordre. Mais là, apparemment, tout a été brassé comme si ça avait été dans une machine à laver. En résumé, voilà. Ce qui serait bien, c'est qu'il n'y ait plus d'eau du tout dans la maison et puis inspecter centimètre carré par centimètre carré pour retrouver toutes nos affaires, quoi. Mais franchement, je ne m'attendais pas à un tel bordel dans la maison. Jean-Claude et Roger sont donc présents pour l'aider. Ensemble, ils tentent de retrouver les affaires personnelles du couple. L'assurance. C'est moi l'assurance. Tiens, j'ai la carte vitale de ma sœur. Ah, bonne chose. Après avoir passé plus de 30 minutes dans la chambre des parents, les deux voisins découvrent la cuisine et le salon. Les dégâts sont tout aussi importants. Face à ce constat, Jean-Claude et Roger ne pouvaient pas laisser leurs voisins sans aide. Chez moi, c'est différent. Moi, c'est une résidence secondaire. Il y a le minimum dedans. Ici, ils y vivent depuis 30 ans. C'est leur domicile, quoi. Alors, il y a tous les souvenirs, il y a tout est là. Puis tout est perdu. Tout est perdu. Ah ouais. Et alors quand on est voisin comme ça, qu'est-ce qu'on a comme sentiment? C'est bien triste. Enfin, nous, notre première démarche a été d'aller les retrouver hier et leur offrir nos mains pour les aider. Et on leur a même proposé de venir avec des copains s'il fallait. Parce que c'est vraiment des gens charmants et qu'on ne peut pas les laisser tomber. Après une heure passée dans la maison de leurs voisins, Jean-Claude et Roger auront réussi à récupérer tout ce que le couple souhaitait retrouver. En repartant de la maison, ils emmènent donc avec eux les papiers d'identité, les lunettes et des vêtements. Ces quelques objets personnels permettront de réconforter le couple âgé. Un réconfort sommaire puisque les deux voisins et le fils savent déjà qu'il faudra du temps avant que les propriétaires âgés de 87 ans puissent revenir dans leur habitation.
On parlait de solidarité tout à l'heure avec les agriculteurs ou avec vous. Je crois que là, c'était un bel exemple. Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que depuis 3 jours, il y a beaucoup d'images. On voit beaucoup de choses. Mais j'y étais. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne traduira jamais l'émotion qu'il y a sur place. Dernière chose, on retrouvera au fil des semaines Jean-Claude et Roger, au fil de leur nettoyage et au fil de leur reconstruction. Merci beaucoup, Edwige. Christian et Mireille, vous vous êtes retournés dans votre maison depuis ? Oui, je suis retourné ce midi parce que j'avais laissé tous mes papiers. On a été élitreillés, secourus vite, rapidement, et j'ai pas eu le temps et pas eu la présence d'esprit d'attraper pourtant le manteau que j'avais préparé avec les papiers, les cartes bleues, etc., tout ça. Et je suis retourné là en espérant pouvoir arriver à la mer. Alors l'eau avait baissé. Il y avait 20 cm d'eau pour accéder à la maison. Dans la maison, comme la maison est à double niveau, il y a un niveau où l'eau était déjà partie, et le reste, c'est 80 cm d'eau. J'ai donc pu attraper mes papiers, vider le congélateur, le petit congélateur au-dessus du frigo. Tout s'était bien gardé, il faisait tellement froid. Donc tous les meubles sont évidemment mais alors tous les meubles se culbutent, quoi. Ouais. Les meubles en bois se soulèvent et puis basculent. Ouais. Alors selon comment ils basculent, tout. Et Mireille, vous souhaitez pas y retourner pour l'instant ? Moi, je n'y suis pas retournée parce que j'ai attrapé une super angine blanche avec cette histoire. Et donc, je suis allée chez le médecin avec Sébastien. Et en fait, non, j'ai pas envie d'y retourner là, comme ça. J'ai pas le courage. Ça se comprend. Tout s'effondre, les armoires, si vous voulez, se disloquent et puis s'effondrent. Voilà, ce qui est sûr, c'est que nous, on a vraiment tout perdu. Tout. Et que, au niveau des assurances, bien sûr, ça sera très insuffisant et que... On va y revenir dans un instant, parce qu'effectivement, le chef de l'État a signé, comme il avait promis, l'arrêté catastrophe naturelle. On y reviendra dans un instant, puis on reviendra aussi, évidemment, sur le début de polémique. Il y en a toujours après les catastrophes. Ce sera après la pause. À tout de suite.